Bonjour à tous. Avant de commencer, en petite introduction, je voudrais remercier Darwin Kaiser et les deux personnes qui avaient mis un petit pouce vert à la première précédente vidéo, car cette première vidéo, en fait, je l'ai supprimée, car il y avait eu un problème de montage. Ouais, je suis un petit peu perfectionniste, donc j'ai remis la vidéo bien montée. Et Darwin me remercier de l'intérêt de cette vidéo. Mais si je fais celle-ci, c'est que j'ai eu des discussions et les personnes me disaient que c'était tout à fait normal que Amédi Coulibaly lise ses livres qui parlent d'assassins. Donc il voulait savoir comment assassiner, il préparait ses attentats. De plus, on peut se rappeler que les djihadistes ne lisent pas forcément que des livres musulmans, islamiques. Il y a des djihadistes qui lisent Che Guevara, qui lisent Fidel Castro, qui lisent Chung Tzu, l'art de la guerre. Ils prennent le savoir là où il est, donc que ce djihadiste trouve du savoir dans les trois livres que l'on connaît, c'est pas surprenant et ça n'a pas grand intérêt. Donc je voudrais reprendre l'intérêt des trois livres et mieux m'expliquer. Ce qu'il faut voir déjà, c'est que ce sont des romans. Ce ne sont pas des biographies, donc ce ne sont pas des essais stratégico-politiques. Là, ce sont vraiment des romans, c'est de la fiction. C'est assez particulier de lire des romans pour acquérir un savoir. En général, on lit des romans pour passer le temps, comme on regarde un film. Une autre chose, c'est que les titres des livres ne sont pas explicites. On a Hygiène de l'assassin. On pourrait se dire que oui, en effet, c'est assez explicite. Le deuxième, c'est la créature de rêve. C'est déjà plus surprenant que voilà. Et enfin, le dernier, c'est la petite marchande de prose. Là, clairement, c'est pas clair. Même dans la quatrième de couverture, que ce soit les créatures de rêve ou la petite marchande de prose, il faut quand même garder le suspense. Je pense pas qu'on parle explicitement que ça va être un livre avec un assassinat et autres. Et enfin, Amédi Coulibaly n'est pas un assassin romantique. Quand je dis romantique, c'est dans le sens où Coulibaly, lui, il voudrait faire tout pour que son crime soit connu, le plus médiatique possible et autres. Donc je ne vois pas trop quel serait l'intérêt à lire ces romans. Il a voulu au contraire commettre un crime parfait dans l'autre sens, à savoir que tous les indices remontent vers lui. Donc voilà un petit peu pour les intérêts autres que les pépites qu'il y a dedans. Les pépites, vous les retrouvez dans la précédente vidéo. Après, selon moi, c'est toujours le fil que les marionnettistes aiment à laisser visible, en fait, pour justement, sur un fait d'actualité assez grave, enclencher ce que l'on pourrait appeler du complométisme. Ces trois livres, en fait, sont un petit peu comme la tour numéro 7 du World Trade Center. C'est la chose que tu ne peux pas intégrer dans la grille de lecture officielle. Quand tu la mets, ça bug. Quand tu mets les trois livres qui sont derrière Coulibaly, c'est comme la tour numéro 7, quoi. Elle tombe tout seul à cause du vent, des oiseaux, on ne sait pas. Je vous invite à regarder cette playlist qui reprenait mes vidéos et des vidéos d'autres internautes que je salue au passage, qui justement parlaient de l'esprit complotiste et qu'est-ce que cet esprit complotiste engendre dans la société. Et donc je ne vais pas reprendre le tout, mais bon, faire un petit résumé. Déjà, le fait que l'on voit le fil ne veut pas dire que l'on voit la main. Et donc, c'est pas parce que l'on sait qu'il y a certainement quelque chose qui est derrière Coulibaly qu'on sait qui est ce quelqu'un, ce quelque chose, quoi. Donc, ça entraîne une autre chose aussi, c'est une stratégie de diversion. On ne s'intéresse pas aux questions essentielles. Donc, il ne faut pas oublier selon moi que Amédi Coulibaly, très certainement, était sincère. Et donc on oublie cette sincérité quand on commence à réfléchir de façon complotiste, quoi. Et on oublie tant et si bien qu'on ne se pose plus du coup la question qui l'aurait motivé de façon sincère, à savoir la politique extérieure de la France, qui bombarde des civils, qui tue des innocents. Et de cette stratégie de diversion, à force de poser les questions à côté, on peut arriver à un abrutissement, le fameux tititainment.
Koulibaly serait un reptilien, sa grand-mère aurait marché sur la lune et tout ça. Donc c'est aussi une des choses que le complométisme peut engendrer, avec aussi l'esprit sectaire. Que voilà un petit peu pour le complométisme. Je vous réinvite à aller faire un tour sur ma chaîne YouTube ou sur mon blog. Et enfin, une hypothèse farfelue. Elle va reprendre un petit peu une autre hypothèse farfelue de la vidéo, une révolution colorée en France ou française. Ça sera une révolution messianique en France. Je vais commencer déjà par définir ce que je pense être le messianisme. C'est le fait déjà d'être croyant, de croire en l'arrivée d'un messie et de faire en sorte que ce messie arrive. Le messianisme est une dérive des religions. Au niveau musulman, le messianisme est une hérésie, on va dire. En tant que musulman, on n'agit pas par intérêt, même si cet intérêt est la venue du messie. On agit selon des valeurs. On ne se demande pas, quand on agit, est-ce que ceci va faire venir le messie, et on se demande est-ce que ceci va plaire à Dieu, ou est-ce que ceci va lui déplaire. Au niveau du catholicisme, parce que quand on parle de messianisme chrétien, on pense souvent à George Bush, qui aurait appelé Jacques Chirac avant la guerre du Golfe en 2003 et qui lui aurait dit qu'il partait combattre Gog et Magog. Donc il y a un messianisme protestant. Je pense qu'en Europe, c'est plus le catholicisme qui a le plus d'influence. Et à l'intérieur de ce catholicisme, il y a des sous-groupes et il y a aussi un pape qui est issu de ces groupes. Et donc les jésuites sont quelque peu messianiques. Et dans la vision messianique, le siège papal en fait doit disparaître. Donc, Rome doit être plus ou moins détruite. Et le pape doit vivre non plus dans l'opulence, mais dans une pauvreté. C'est les tribulations qui sont attendues, qui seraient un signe. Et donc certaines personnes font en sorte de préparer ces tribulations. Donc tribulation, c'est le fait d'arpenter les routes, de marcher, de errer. Et donc ces tribulations seraient le fait de troubles. Et donc certaines personnes ont intérêt en Europe, notamment des catholiques messianiques, de créer une situation pour que des troubles arrivent et que la papauté entame une tribulation, en fait, qu'elle n'ait pas de siège fixe, de siège permanent. Des troubles sociaux, des émeutes, des villes brûlées, ça peut être dans leur intérêt. Au niveau des juifs, on peut se rappeler les prophéties d'Ovadia, c'est Abdias aussi. Dans ces prophéties d'Ovadias, il y a une place pour Tsarfat. Pour certains exégèses juifs, il serait question de la France. En tout cas, en hébreu, Tsarfat, c'est la France. Donc Madame Tsarfati, c'est la française. Pour d'autres, c'est l'Europe en général, parce que Tsarfat aurait pour étymologie le mot qui veut dire Bosphore, en fait. Et donc, Tsarfat signifierait pour certains toute l'Europe, au-delà du Bosphore d'Istanbul. Et donc, ce peuple de Tsarfat doit venir coloniser, on va dire, certaines collines de Palestine. Et donc, les messianistes juifs auraient aussi intérêt à créer des troubles en France pour que les juifs de Tsarfat, de France et ou d'Europe, colonisent cette colline de la Palestine, qui après ces juifs là en fait à Tsarfat seront massacrés quoi. Mais il ne faut pas qu'ils soient massacrés n'importe où. Le messianisme juif est assez particulier comme le messianisme catholique, hein, c'est que leurs croyants vont en prendre plein la tête. Hein. Et donc une dernière concordance messianique, on va dire, ça va être avec les musulmans. Certains musulmans se sont appuyés sur une citation du prophète Mohammed que l'on retrouve dans le recueil de citations de Muslim au numéro 4908. Cette citation serait approximativement, parce que là je le fais de mémoire, je vous l'avoue, c'est que quand vous entendez le chant du coq, invoquez Dieu pour qu'il vous accorde la réussite, car il a vu un ange. Et quand vous entendez le chant d'un âne, invoquez Dieu pour qu'il vous protège, car il a vu un diable. Certains musulmans se sont appuyés sur ce hadith pour voir que toujours en 2003, le coq
qui aurait vu un ange, ce serait la France. Et l'âne, c'est les républicains américains en fait. C'était une interprétation assez bizarre, mais on voit que la France aurait un rôle dans ce messianisme musulman. Il y avait aussi, mais je n'ai pas retrouvé la source, un autre argument messianique musulman, pas du tout littéraliste. C'est à propos du verset 36 de la sourate 12, c'est la sourate de Joseph. Et donc les deux prisonniers qui sont avec Joseph expliquent leur rêve. Et donc le premier a vu qu'il servait des raisins, et le deuxième a vu qu'il avait du pain sur la tête et que les oiseaux venaient manger ce pain. Et donc certains exégèses non littéralistes interprètent ce raisin et ce pain, le raisin, le vin, le pain, il n'y avait peut-être pas de fromage à l'époque, comme une petite signification de la France. Donc ce serait la France qui doit connaître une période de trouble en fait, comme l'annonce le prochain rêve que Joseph va traduire pour le roi. Donc il y aurait des personnes qui auraient intérêt à une révolution en France d'un point de vue matériel, on va dire, ou géostratégique, et d'autres personnes auraient intérêt à une révolution française d'un point de vue, lui, de la croyance. Une dernière chose, donc là ça serait une hypothèse saugrenue à propos du messianisme de la France et autres. Pour certains musulmans, le Mahdi apparaîtrait en France. Il y a des citations du prophète Mohammed qui disent que il a annoncé que le Mahdi viendrait de l'Est, de son Est. Donc certains disent qu'il viendrait du Maghreb, et donc il y a eu des vagues d'immigration en France du Maghreb. Et donc certains disent que ce Mahdi viendrait de France. Sauf que ce Mahdi doit être issu de la famille de Mohammed. Nous avons un Saïd, c'est-à-dire un descendant du prophète, en France. C'est déjà le point sans lequel tu ne peux rien faire d'autre. Et donc ce Saïd est Yahya Gouasmi. Donc c'est saugrenu, je vous le dis tout de suite, mais bon. Je vous avouerai aussi que l'origine des hypothèses farfelues, c'est que cette dissidence, parce que bon, je suis dissidentologue à mes heures perdues, cette dissidence repousse toujours les limites du raisonnable. Donc quand j'ai commencé les vidéos, je me suis dit, ouais, si tu veux précéder les pas de cette dissidence, faut pas être raisonnable, faut être farfelu. Donc là, je vais encore plus loin, je suis saugrenu, je le concède, mais c'était quand même une information qui m'avait fait rigoler, parce qu'en France, les descendants de quelqu'un peuvent porter l'affaire en justice quand un de leurs aïeuls est diffamé, est insulté. Donc c'est la stratégie d'attaque de Yahya Gouasmi pour attaquer Charlie Hebdo. C'est farfelu, c'est pas moi, c'est son credo d'attaque. Mais je me dis qu'il pourrait peut-être faire une pierre deux coups, quoi, d'ici quelques mois, quelques années. Il dit qu'il est le Mahdi, puis voilà, il y aura peut-être moyen d'un petit billet aussi. Donc voilà, bonne continuation à vous.